Florence Levrero, bonjour. Alors vous êtes biologiste et spécialisée dans la communication des primates, donc primatologue. On sait maintenant que chaque espèce ne parle pas, oui, mais bon, ne communique pas, on va dire de la même façon. Est-ce qu'on peut un peu avoir des idées de la façon dont communiquent les grands gorilles, les chimpanzés, les gibbons, les orang-outans, etc. Ou c'est trop compliqué encore? Alors, on a une bonne idée maintenant de leur spécialisation de communication. On va peut-être parler, selon le milieu, les animaux ne vont pas avoir besoin de communiquer de la même manière. Un milieu ouvert comme une savane, le visuel le canal visuel peut avoir de l'importance parce qu'à distance, à une centaine de mètres et même plus, ils vont pouvoir se voir. Donc, ils peuvent prendre de l'information sur ce que vit un congénère alors qu'il est très loin. En milieu forestier, par exemple un gorille ou un bonobo ou un chimpanzé ou un petit sarcopithèque, vous savez ces petits singes avec une très longue queue là, eux même à 2 mètres ils peuvent ne pas se voir. Donc là la communication acoustique elle va prendre un pas important parce qu'elle va permettre de communiquer à longue distance sans se voir et de communiquer aussi à courte distance à cause du couvert végétal, ils ne se voient pas et donc ils vont pouvoir prendre de l'information sur qui est derrière moi, qui est devant moi et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut. Donc voilà, le milieu va quand même beaucoup influencer sur le canal de communication qui va primer. Quand je parlais de la savane, je pensais par exemple aux babouins, qu'on connaît bien, les vervets, etc. Donc le milieu va influencer. Il y a aussi l'anatomie, la biologie, puisque certains primates vont être dotés de glandes qui vont pouvoir émettre des odeurs qui vont servir au marquage. Comme les lémuriens par exemple. Les mandrilles ont une glande sternale et aussi, donc, par l'odeur, ils vont pouvoir laisser de l'information derrière eux. Alors la communication chimique par l'odeur, c'est bien parce que contrairement à la communication acoustique, la communication chimique, elle va perdurer alors que l'émetteur, il n'est plus là. Il va faire son marquage et puis il va partir et puis pendant 1 heure ou 2 jours peut-être, s'il ne pleut pas, l'information de sa présence, elle sera encore là. La communication vocale, elle, c'est immédiat, c'est instantané. Et après, c'est perdu dans l'air. Mais c'est ça qui est génial chez eux, c'est qu'en fait, ça se complète tout ça. Voilà, ça se complète. Donc voilà, il y a quand même il y a beaucoup moins d'espèces de primates qui communiquent par la communication chimique comme le premier canal de communication. Je voulais savoir si, entre chaque espèce, par exemple, est-ce qu'un orang-outan peut comprendre un gibbon et peut comprendre un chimpanzé? Alors, dans les subtilités, non, parce que ce n'est pas les mêmes caractéristiques de son. Par contre, il y a une certaine universalité quand même dans le codage de l'information. Il y a un espéranto primate. Un espéranto même universel au-delà des primates. D'accord. Mammifères déjà, on va parler des mammifères. Les émotions, elles sont codées à peu près pour tous les mammifères de la même manière. On va trouver des caractéristiques acoustiques qui vont coder la peur ou la colère ou un sentiment d'apaisement. Ça va être souvent les mêmes codes, comme dans la voix humaine. Oui, une augmentation, la peur, voilà, un cri aigu, un cri qui va être très bruité ou avec beaucoup plus d'halètement aussi, ça peut exprimer un peu de peur, un malaise, etc. Et ça semble être assez universel. Mais il y a des limites à ça et on peut se méprendre. Et justement, si à un humain, on fait écouter des sons de bonobo, et qu'on lui demande, là, vous pensez que le bonobo, il vit une situation plutôt positive ou plutôt anxiogène, etc. Les humains vont avoir tendance à se tromper un peu, à surclasser une situation anxiogène, parce que les bonobos crient de manière très aiguë. Donc ils vocalisent de manière très aiguë, sans que ça soit forcément un cri de peur ou d'alerte, etc. Donc là, on va transposer notre codage à nous sur le leur et c'est pas tout à fait exact. Donc ça donne des grandes idées, mais dans le détail, on va se méprendre. Et quand on fait écouter, par exemple, aussi à des humains des cris de chimpanzé ou de bonobo, le chimpanzé, qui est proche du bonobo, lui, il a une voix un peu plus grave de manière générale, et ce qui fait que même si c'est un cri de détresse, ça va paraître moins grave, moins sérieux comme attaque, par exemple, que d'entendre un cri émis dans un contexte identique chez un bonobo. Parce que la position de la voix est naturellement plus haute chez le bonobo. Donc voilà, il y a un côté universel pour le codage des émotions.
Mais après, il y a des subtilités qui ne vont pas être perçues pour des raisons Oui, c'est anatomiques. assez logique, d'ailleurs. Et puis aussi, on peut parler d'accent, de dialecte. Écoutez, si on vous fait écouter un japonais énervé ou pas, alors que vous ne connaissez pas la langue, vous allez quand même entendre dans la voix, sans avoir de signe visuel hein, de son visage, vous allez pouvoir quand même sentir que là, il y a de la colère ou de la joie. Mais des fois, on peut se méprendre. Je sais que le coréen, par exemple, il va avoir tendance à parler de manière un peu plus agressive, et nous, on a l'impression qu'ils sont toujours en colère. Alors que non, c'est la façon... c'est propre à la langue. Ouais. Voilà. Toutes les subtilités de la communication. Voilà. Et c'est important.